Bonjour à tout le monde. Merci à toute l'équipe du Mundaneum de nous accueillir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Donc mon collègue et moi, aujourd'hui, on va vous parler effectivement des détours de la mémoire. Qu'est-ce qui aide ? Alors, quand même, pour reposer le cadre, donc les Territoires de la Mémoire, association liégeoise, qui a été fondée il y a 30 ans par d'anciens déportés politiques dans les camps nazis, et qui ont fondé cette association face à la recrudescence du vote d'extrême droite. Alors peut-être il est utile de préciser que nous ne sommes pas un lieu de mémoire en tant que tel, dans le sens où chez nous les pierres ne parlent pas. Nous réalisons un travail d'éducation à la citoyenneté, à la résistance, à la démocratie, par le biais du travail de mémoire. Donc nous sommes une association reconnue par le décret mémoire comme centre de ressources, et également nous sommes reconnus par le décret éducation permanente, ce qui a son importance, puisque l'éducation permanente nous demande de partir des enjeux contemporains que les gens rencontrent donc aujourd'hui, et c'est important de le préciser. Alors ici, on va vous proposer en fait une dimension de notre travail qui est plutôt de l'ordre de la conception de l'exposition, d'une part, et d'autre part, de la médiation de ces expositions ou des faits mémoriaux en général. Alors, on va parcourir 3 exemples en fait, d'expositions que nous avons conçues ou auxquelles nous avons participé et qui répondent donc à cette conception que l'on a du travail de mémoire. Et on va ainsi parcourir ces exemples pour aborder différents aspects. Alors, premier exemple, on peut peut-être le mettre, donc c'est notre exposition permanente « Plus jamais ça, parcours dans les camps nazis pour résister aujourd'hui ». C'est une exposition qui retrace donc le parcours de la déportation raciale d'une part, déportation politique d'autre part, dans les camps nazis, avec ensuite une remontée dans le temps jusqu'à aujourd'hui pour questionner et encourager à l'engagement aujourd'hui. Cette exposition provient à l'origine de la première exposition permanente des Territoires de la Mémoire qui s'appelait le Parcours symbolique, qui avait été inaugurée en 1999 et qui, notamment en raison de notre déménagement à la Cité Miroir, a été entièrement reconçue. Et donc ça nous a permis d'aborder un certain nombre de questions dont on va ici aborder quelques-unes. Alors cette exposition, c'est un peu en fait la pierre angulaire de notre association, et elle nécessite de refaire un point rapide sur la manière dont on conçoit le travail de mémoire au Territoire de la Mémoire. Alors, d'une part, nous faisons la différence entre le travail de mémoire et le devoir de mémoire, dans lequel il y a une obligation morale à se souvenir. Et notre travail ne s'inscrit pas dans cette injonction au souvenir ou dans une connaissance des faits historiques pour eux-mêmes ou dans l'idée que leur simple évocation puisse suffire. Et de même si on a pu participer, on participe encore à des commémorations, là non plus, ça n'est pas le cœur de nos actions. Donc la mémoire, c'est vraiment en fait pour nous un outil pour le présent. Et donc l'objet de nos attentions, l'objet de nos efforts, c'est bien le présent et l'avenir dans une certaine mesure. Alors dans ce cadre, la mémoire, elle constitue un outil, en fait, un moyen, un détour d'une certaine manière. Il s'agit bien de transmettre avec une subjectivité assumée un morceau d'histoire qu'on va extraire de l'histoire en vue de son appropriation pour construire la société d'aujourd'hui, avec des visées donc éducatives et politiques, mais pour aujourd'hui. L'objectif, c'est donc bien d'outiller et pour s'interroger sur les processus politiques contemporains, sur les rouages des rapports de domination, sur les capacités d'émancipation, etc. Donc c'est bien pour atteindre cet objectif-là que nous faisons ce détour mémoriel, d'où notre titre en fait. Et évidemment, ce détour mémoriel, il nous faut le faire d'une façon adéquate et constructive. Alors, adéquate, c'est-à-dire, on le fait évidemment par la réflexion critique, par le travail de la raison, de la compréhension, mais on mobilise aussi les affects, les émotions, ce qui n'a rien de neuf dans le champ mémoriel, loin de là. Mais on convoque ces affects et ces émotions au service, et surtout pas au détriment, de la compréhension, de la complexité des faits, du sens. Et donc en cherchant toujours l'équilibre entre des affects qui vont permettre l'empathie, l'identification, etc. Et d'autre part, l'analyse et la capacité d'analyse, c'est-à-dire la capacité de penser. Alors, pour revenir à notre ancienne exposition, donc le parcours symbolique, en fait, il comprenait des images qui étaient très dures et qui ont traumatisé d'ailleurs de nombreux jeunes visiteurs. Sont beaucoup de témoignages qui nous sont revenus. Or, le traumatisme, non seulement n'a aucune vertu pédagogique en tant que tel, mais ce qu'il produit souvent, c'est de l'anxiété, de la paralysie,
un sentiment d'impuissance, et au final, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la démobilisation et du sentiment d'impuissance, je l'ai dit. Or, ce que nous voulons produire au territoire de la mémoire, c'est précisément l'inverse. C'est éduquer à la résistance, à la citoyenneté, à la démocratie, et donc permettre, comme je l'ai dit, ces capacités de penser dans la nuance, avec du doute, avec l'examen critique. Et donc il nous fallait vraiment interroger les effets des images qui étaient présentes dans cette exposition, notamment chez des jeunes qui sont en pleine construction identitaire et politique. Alors, pour illustrer ces questionnements qu'on a eus, petite anecdote en fait, au moment de la reconception de cette expo, on a une allégorie intéressante en fait qui nous a aidés. C'est, certains le connaissent peut-être parmi vous, c'est le mythe de la Gorgone. Donc Méduse, une des 3 Gorgones, qui est une figure terrifiante, qui avait sa chevelure en serpent là et qui pétrifiait tout qui croisait son visage. Et en fait, Persée, le héros Persée, la décapite en regardant en fait son reflet dans un bouclier poli, donc par l'intermédiaire d'un bouclier poli qui fonctionne comme un médium en fait, comme un artifice, et qui permet donc au héros de parvenir à ses fins. Alors, une morale issue en fait de ce mythe, c'est que nous ne pouvons pas regarder l'horreur directement parce qu'elle nous paralyse, elle nous pétrifie. Et donc, on peut connaître ces horreurs parce qu'il faut les connaître, bien entendu, en regardant leurs reflets. Et donc, il s'agissait pour nous de trouver des dispositifs qui permettent ça. Et c'est ce que nous avons choisi de faire dans l'exposition Plus jamais ça, par le biais notamment de l'approche artistique, pour le dire rapidement. D'une part parce que ça permet de rendre visible de l'invisible quand il n'y a pas d'image photographique par exemple, ça c'est une première chose. Deuxièmement, ça permet de défocaliser du fait brut et froid et donc de pousser au questionnement, au dialogue. C'est beaucoup plus facile de dire par rapport à une œuvre qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne la comprend pas, qu'on ne l'aime pas. C'est nettement plus compliqué et problématique de le faire avec l'histoire elle-même. Donc ça permet de dialoguer en fait. Et troisièmement, ça permet aussi d'amener à la connaissance et à la conscience de nos publics des faits parfois très durs, sans, comme je le disais, paralyser. Alors, pour vous prendre 2 exemples très concrets dans cette exposition, premièrement, les images chocs qui étaient dans l'exposition précédente, notamment des images de charniers, ce sont les images qui ont été les plus problématiques auprès de certains de nos publics, elles ont été retirées au profit de dessins authentiques qui ont été réalisés dans les camps, par les prisonniers des camps nazis. Et donc ce sont des dessins qui représentent des scènes très dures, des scènes de torture, des scènes de mort, donc on n'occulte évidemment pas ces faits, mais par contre, on utilise ce moyen détourné quelque part, qui, de nouveau, pour favoriser la compréhension dans la complexité des faits et toujours mettre les gens en capacité de penser. Deuxième exemple, c'est le slide, je pense, suivant, c'est il nous fallait là aborder les scènes de gazage. Alors, d'une part, il n'y a pas d'image, ça c'est la première chose évidemment, donc on était face à un problème. Comment est-ce qu'on rend cet irreprésentable et cet insoutenable présent quand même? Et donc là, on a utilisé des images d'une maquette d'un sculpteur polonais qui s'appelle Mieczysław Stobierski, qui a réalisé une très grande maquette que vous voyez donc là sur la gauche, qui représente à la fois les scènes de sélection, de déshabillage, de gazage et puis de crémation à Auschwitz-Birkenau. Il en existe 3 répliques, dont celle-ci que donc nous sommes allés filmer de l'intérieur à Auschwitz même. Et ce sont les images de ce film-là qui sont diffusées dans l'exposition. Donc là, de nouveau, les faits sont abordés, les faits durs sont montrés, en tout cas représentés, mais de nouveau, toujours pour mettre les publics, et notamment les jeunes, je précise qu'on a des jeunes à partir de 11-12 ans qui viennent visiter ces expos, dans une capacité de penser et d'agir. Voilà. Je passe la parole à mon collègue Nicolas Korevich, qui va vous en dire plus sur la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'occupe du pôle pédagogique des territoires de la mémoire et je passe bien les slides. Alors, l'idée, petit complément par rapport à ce que Gaël nous dit sur l'exposition Plus jamais ça.
on a une équipe qui rencontre systématiquement tous les groupes, à partir de 11 ans du coup, qui visitent notre exposition permanente. Et donc, Gaël était en train d'amener cette idée que nous, travailler la mémoire, c'est travailler le présent, et idéalement l'avenir. Comment travailler le présent pas uniquement en utilisant l'histoire comme outil, mais en écoutant aussi ce qui nous revient de nos publics, leur réalité, leurs enjeux de vie. Et on peut avoir des questions qui touchent à des choses qui s'éloignent du système concentrationnaire nazi, de la déportation, qui s'éloignent de la résistance même au sortir de cette exposition. On ne se voit pas nier les sujets qui nous sont amenés par nos publics. En l'occurrence, on peut nous parler de questions coloniales, on peut nous parler de l'attribution des logements sociaux, en gros, de parallèles qui sont faits entre le propos qui est tenu dans l'exposition et la vie des gens, nos vies. Et donc l'idée étant de travailler directement sur des enjeux sociétaux actuels. J'en viens du coup à une exposition qu'on a pu accueillir, qui s'appelle Constellation brisée, qui n'est pas une exposition que nous avons réalisée, mais que nous avons augmentée. C'était en partenariat avec une association française qui s'appelle Queer Code. Alors, pour vous en dire un mot, parce que l'exposition est multifacette, elle a un volet numérique, elle a un volet d'exposition classique, il y a eu des ateliers participatifs en non-mixité, il y a eu autour de cette exposition, je vais vous en parler, il y a eu des installations artistiques aussi. Et en fait, l'idée dans le fait d'accueillir cette exposition, c'est vraiment d'utiliser la mémoire comme un vecteur pour travailler sur des enjeux contemporains, des questions contemporaines. En l'occurrence, les questions qui ont été travaillées au travers de cette exposition, c'est la question de la position de la femme dans nos sociétés actuelles, la question du genre aussi. Alors, qu'est-ce que c'est Constellation brisée? Au départ, ce sont des portraits de femmes qui ont été déportées et qui ont été dont la trajectoire a été relativement invisibilisée. L'idée était de construire une cartographie de leur trajet, finalement de vie comme de leur trajet physique, puisqu'on parle aussi d'exil dans cette exposition. Alors, quand on parle des trajectoires de ces femmes, forcément, on retrouve des convergences entre leurs différents parcours de vie. On retrouve des convergences comme la délation, comme la question de la mémoire, comme la question de l'identité, comme l'amour aussi, on l'envoie ici, comme leurs engagements. Et donc, nous, au-delà d'accueillir cette exposition, ce qu'on a voulu, c'est l'augmenter avec des portraits de femmes belges qui ont elles aussi été déportées au camp de Ravensbrück. Et donc faire des recherches, une recherche historique assez costaude, parce que difficile, parce que beaucoup plus difficile que parfois les trajectoires de leur propre mari. La particularité de ces femmes aussi, ce sont des femmes qui ont aimé les femmes, qui ont aimé des femmes dans le camp de Ravensbrück. On ne parle pas là de lesbiennes, parce que ce n'était pas toujours le cas, ce n'est pas comme ça qu'elles se définissaient toutes, mais donc on aborde la question de leur parcours au travers de leurs amours, au travers de leur trajet de vie. Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la question de l'amour. Et l'envie est de visibiliser, en fait, et de se questionner sur pourquoi ces parcours ont été invisibilisés. Je pense qu'on le verra aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans la répartition des noms de nos rues, tout simplement, et du peu de noms de rues qui portent le nom de femmes célèbres. On le voit aussi sur Wikipédia, une encyclopédie participative, et j'en parle parce que dans le cadre de ce projet Constellation brisée, je vous disais qu'il y avait une dimension numérique, il y a eu entre autres ce qu'on appelle des éditatons, c'est-à-dire des ateliers où l'idée étant de mettre des portraits de femmes, de remplir Wikipédia de portraits de femmes célèbres, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui sont très invisible jusque-là. Et donc l'envie était de construire une exposition de portraits, mais aussi une cartographie de leurs différents parcours en montrant ces points de convergence et en questionnant le présent, puisque l'objectif unique de cette exposition est de questionner le aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il est difficile de trouver tout simplement des archives sur ces différentes femmes, aux archives nationales, à la prison de Saint-Léonard à Liège? Vous l'aurez compris à notre doux accent qui vous berce depuis tout à l'heure, nous venons de Liège. Donc les recherches ont commencé par là. Et donc, ça questionne un sujet éminemment contemporain, brûlant, tout comme les questions de colonisation. Et donc,
finalement, la manière de traiter, au-delà de traiter d'une mémoire qui nous ramène au présent, de faire un travail de mémoire, le travail de mémoire tel qu'on le conçoit, c'est aussi de parler de mémoire plurielle. Je fais un petit flashback sur l'exposition permanente Plus jamais ça que nous proposons dans nos locaux. On se retrouve face à des publics, et c'est ça qui nous donne cette envie de travailler les mémoires plurielles. On se retrouve face à des publics finalement qui sont différents des publics qu'on avait devant nous il y a 10 ans, 20 ans, différents en âge. On est dans un public par rapport aux thématiques dont on traite particulièrement qui s'éloignent, leur mémoire s'éloigne, cette mémoire tend à rentrer dans l'histoire, et donc comment la garder vivante, comment garder cet aspect mémoriel et non pas historique figé, mais qui s'éloigne aussi au niveau culturel, au niveau des origines, au niveau de l'imaginaire. Et donc l'envie étant de rentrer dans des enjeux et dans des questions proprement contemporaines. J'en reviens à l'amour dont je parlais il y a quelques minutes. C'est important pour nous de parler de concepts comme ceux-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont résolument positifs et parce qu'ils sont intemporels. En fait, c'est une question humaine, ce n'est pas une question d'histoire, ce n'est pas une question... Non, c'est juste proprement humain. Et cette dimension positive, on essaye de la travailler de plus en plus. Alors, je voudrais vous parler d'une autre exposition qui, elle, vient de naître. C'est une exposition itinérante. Là, on a encore quelques images de l'exposition, tu peux revenir peut-être dessus. Constellation brisée, donc je vous le disais, les portraits de femmes au-dessus à droite. Vous avez les différentes cartographies qu'on a essayé d'effectuer en fonction de leur parcours. J'en reviens à cette exposition que nous venons de créer, qui s'appelle Fighting For, où là, on est dans une exposition, donc comme je vous le disais, itinérante, mais qui a trouvé ses premiers jours dans nos locaux. Cette exposition remplace, j'aime pas trop ce mot, mais elle a été créée en place d'une exposition qui s'appelait Triangle Rouge et qui était une exposition itinérante, elle aussi, qui avait une dimension peut-être beaucoup plus historique, peut-être un peu plus figée aussi, qui se répartissait en 4 espaces. On avait la montée des fascismes en Europe, on avait l'occupation en Belgique, la résistance, le système concentrationnaire, et pour finir, un retour au présent, mais un retour au présent qui va nous parler de la création de l'ONU, qui va nous parler de la création du TPI. Alors, certes, intéressant, mais pour un jeune de 15-16 ans qu'on va traîner par la peau des fesses un vieux jeudi matin pour parler d'histoire, ce qu'on appelle avec ce délicieux terme le public captif dans nos jargons, c'est peut-être pas la dimension qui génère le plus l'identification, c'est peut-être pas l'approche qui mobilise le plus. Ce qu'on a essayé de faire dans cette exposition, c'est de mobiliser justement, d'avoir un autre ton, de travailler la mémoire d'une manière différente, plus moderne, de s'écarter finalement de la manière qu'on a de travailler la mémoire peut-être plus solennelle, pour se rapprocher de l'esprit des objectifs de notre association. Et les objectifs de notre association, c'est dynamiser, c'est susciter l'engagement, c'est travailler l'examen critique, c'est tout simplement favoriser la mise en lutte, en résistance. Et dans cette expo, Fighting For, elle se compose de 3 parties, en fait, qui suit un peu le cheminement de la pensée humaine. La première partie, c'est une partie immersive. La photo au-dessus à gauche que vous voyez, c'est l'entrée dans un cube, où là, on joue avec des vidéos et une approche un peu poétique. L'idée de cette première partie, c'est de créer une espèce de petit choc, de transition. On arrive, je reviens à mon vieux jeudi matin, on arrive dans une exposition qui parle de résistance, et là on se retrouve dans quelque chose de très dynamique, d'assez poétique, qui figure finalement la manière dont on est assailli d'informations. Et là, Fake Images ne dira pas le contraire, d'informations qui sont vraies, qui sont fausses, mais en tout cas notre cerveau est mis en branle à chaque instant. Et donc l'envie, c'est d'arriver à se questionner sur la manière dont on traite ces informations, à quoi on va être sensible. La deuxième partie de cette exposition va présenter des luttes de beaucoup de manières différentes, en fait, à partir d'objets anodins, d'objets de tous les jours, un parapluie, des aiguilles à tricoter. Et à partir de ces objets, on va présenter différentes luttes. Et au sein de ces luttes, tu peux passer, on va avoir des
des sujets historiques qui vont être traités. Le faux soir, malheureusement, on vient de me faire un petit signe sur le temps, donc je ne vais pas m'apesantir sur ces différentes thématiques, mais le faux soir qui va jouer avec l'humour finalement, donc le soir qui va être récupéré par un mouvement de résistance l'espace d'un instant et qui va un peu moquer le régime nazi, ben on va jouer sur l'humour, on va le mettre en parallèle avec Mole Industria. Mole Industria qui est une start-up italienne qui fait des petits jeux en ligne gratuits qui jouent aussi sur cette note de l'humour et qui vont dénoncer plein de choses au niveau politique. Les Guerrilla Girls qui utilisent le pastiche, qui massent leur visage finalement dans leurs actions. Donc, collectif qui s'occupe au départ, initialement, en tout cas, du peu de présence des femmes dans le domaine artistique, vont être mis en parallèle avec Johan Trollmann, un boxeur tzigane qui, lui aussi, s'était grimé en arien, un peu par provocation, l'histoire est longue, au régime nazi. Donc, l'idée étant de donner des exemples qui sont très atypiques, qui sont originaux, qui peuvent avoir un côté, entre guillemets, séduisant et qui sont résolument tournés vers du positif, vers de l'engagement. Je vais rendre la parole à ma collègue. C'est quoi ton petit nom déjà ? Mais voilà, merci. Mais voilà, en fait, on va conclure, mais je pense que ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est que le travail de mémoire, c'est vraiment une démarche qui est profondément humaniste, en fait, et donc qui essaye de mobiliser le souvenir du pire et l'espoir du meilleur. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire, c'est de ne pas oublier l'un, certes, mais de toujours permettre l'autre, le rendre possible. Là, je reprends les termes de Tzvetan Todorov, c'est la mémoire du mal et la tentation du bien. Et c'est un équilibre qu'on essaye toujours d'avoir au territoire de la mémoire, en tout cas qui nous met tout le temps en questionnement. Et en fait, je vais juste vous citer un passage, pour terminer, un passage de Sophie Ernst, qui est une pédagogue et philosophe qui a beaucoup travaillé sur les questions de transmission de la mémoire, et avec laquelle on a déjà pas mal travaillé, et qui, en parlant en fait de la posture de l'enseignant, qui est en fait la posture du médiateur, c'est un peu la même quelque part, face à des sujets difficiles. Elle dit ceci: quand vous vous trouvez face à des jeunes, peu importe vos craintes, vos angoisses, vos incapacités d'agir politiquement, vous n'avez pas le droit de les embêter avec vos désillusions et votre mémoire d'échec politique. Vous leur devez un futur, vous leur devez de ne pas casser leur capacité à vivre quand vous ne serez plus là, la capacité à inventer, à affronter un avenir dont vous n'avez même pas idée. Voilà, on vous remercie. Merci à vous.